Offside, c'est le podcast qui décrypte les coulisses du sport sous l'angle juridique. Que se cache-t-il derrière les grands événements sportifs qui vont façonner le monde sportif et ses acteurs? Comment comprendre des décisions de justice? Comment comprendre des actualités sportives? Comment comprendre certains thèmes du sport qu'on a l'habitude de lire et de suivre dans les divers médias spécialisés ou non? Pour y répondre, nous allons évoquer des histoires rocambolesques de transferts, des contrats ayant défrayé la chronique, des affaires de dopage, des problématiques de droit TV, des litiges entre acteurs du sport ou encore les dessous de certaines disciplines, telles que le handball, le MMA. Chaque épisode plongera au cœur des enjeux juridiques qui impactent les sportifs, les clubs, les fédérations nationales et internationales. Nous laisserons tout d'abord la parole à nos invités, crier sur le volet, puis tenterons de vous expliquer le plus simplement possible les dessous juridiques des sujets abordés. Ce podcast s'adresse à vous, passionnés de sport, que vous soyez acteur du sport, avocat, professionnel ou encore étudiant en droit. Je suis Laurent Felous, avocat spécialiste du droit du sport et je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. Bonjour Didier, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Didier Dinard, ancien joueur et entraîneur de l'équipe de France de handball, et excusez du peu, double champion olympique et triple champion du monde en tant que joueur et ainsi que champion du monde en tant qu'entraîneur, entre autres. Bonjour Didier, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors si tu le veux bien, nous allons retracer ton parcours. Tu es né le 18 janvier 1977 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors du coup, on est un peu loin pour ton anniversaire, donc d'habitude, je souhaite bon anniversaire. Souvent, j'essaye de caler, cette fois-ci, c'est pas le cas. Tu es un enfant sportif, plutôt touche à tout. Tu as pratiqué plusieurs disciplines, comme le football, le volley ou encore l'athlétisme, avant de découvrir le handball grâce à Tony Laguerre, ton professeur d'EPS. Alors c'est finalement Eddy Courriol qui très tôt te repère. C'est un ancien joueur et qui finalement te mène à quitter la Guadeloupe à l'âge de 16 ans, ce qui est très jeune, pour rejoindre le pôle sport-études de Dijon en 1993. Exactement. Alors, juste un petit focus rapide à l'attention de nos auditrices et auditeurs. Il faut comprendre que les pôles sont organisés d'une certaine manière en France. En quelques mots, tout commence d'abord par l'intégration d'un pôle espoir qui est destiné aux jeunes talents qui sont repérés dans leur discipline, comme c'était ton cas. Très simplement, ce pôle permet aux jeunes athlètes de s'entraîner de manière intensive et avec un encadrement qui vise forcément à préparer les athlètes à la haute performance, et le tout en poursuivant en parallèle leurs études. Les meilleurs d'entre eux peuvent ensuite accéder à un pôle France, et à ce stade, l'objectif il est clair, c'est de forcément préparer les sportifs aux plus grandes compétitions internationales. Ils bénéficient d'un suivi médical, psychologique et sportif, comme on a pu l'aborder dans un précédent podcast. Alors, Didier, de ton côté, comment Monsieur Eddy Courriol est rentré en contact avec toi? Comment se sont passés les échanges avec lui? Comment tes parents ont réagi en fait à la proposition, parce que c'est pas évident de rejoindre un pôle sport-études en métropole? Une dernière question, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Aurais-tu des conseils pour les jeunes sportifs qui espèrent avoir une opportunité similaire? Mais au départ, Eddy Courriol est quand même le CTR, c'était conseiller technique régional de la Guadeloupe. Et il était en charge de la performance, en fait, de toute cette détection qu'il pouvait avoir au niveau des jeunes. Et j'ai fait partie de ce volet où on devait détecter et envoyer 2 jeunes en France hexagonale, à Dijon notamment. Et donc Eddy était le sélectionneur, la personne qui détectait et qui envoyait les jeunes. Il a dû bien sûr contacter ma mère pour lui demander son avis. Et du haut de mes 16 ans, moi je lui ai dit, en gros à ma mère, maman t'as rien à dire, je pars, parce que si je pars pas, je vais te le reprocher toute ma vie. Donc en fait, je suis parti à Dijon. Je l'ai rencontré aussi, on l'a pas mentionné, mais Alain Quintalé, qui m'a reçu à l'époque et qui c'est pas évident parce que tous les week-ends on est seul dans un Crêpes. C'est très dur. Et en fait, il nous recevait. Il y avait aussi avec moi, comment il s'appelait à l'époque, Cédric Quignol. Donc Cédric Quignol. Et Cédric Quignol, en fait, nous étions 2 à être partis, et il nous recevait le week-end. Donc Alain Quintalé m'avait fait découvrir à l'époque ce qu'on appelle la mozzarella, tomate mozzarella. Et je savais pas ce que c'était la mozzarella. Tu n'avais jamais goûté la mozzarella? J'avais jamais goûté la mozzarella, et je dis tu aimes bien ça? Donc tous les jours à midi, il me faisait tomate mozzarella. Donc et à ce jour, tu continues à en manger?
Je continue à manger un peu moins, mais et donc ce parcours est quand même assez, on va dire, atypique, puisqu'on reste sur une réserve et au début on est quand même déterminé. Et quand on arrive en métropole, on se dit, en France hexagonale, on se dit waouh, maintenant j'y suis. Je suis tout seul dans ma chambre. J'ai cette espèce de rayon de soleil qui arrive. On se dit waouh, il faut pas que j'ai pas le droit à l'échec. Et pourtant j'aime beaucoup la Guadeloupe, mais si je retourne en Guadeloupe, c'est synonyme d'échec. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit à l'erreur. On persévère. Et puis l'histoire montre quand même que ça s'est quand même bien passé. Ouais. Donc j'ai eu, c'est à force d'abnégation, de persévérance, de tout ce qu'il peut y avoir autour de cette détermination qui fait que on essaie de se donner les moyens. Mmh. On essaie de se donner les moyens, c'est pas évident, et on se bat pour un jour atteindre l'objectif. Et j'ai toujours revu en fait tout au long de ma carrière ce jeune qui partait de la Guadeloupe et qui voulait vivre un rêve. Et ce rêve s'est fait réalité dans le temps, puisque j'ai su gagner tous les titres nationaux et internationaux. Et je pense que on évoquera bien sûr les titres qui ont le plus marqué. Mais c'est quand même une grande fierté, parce que je regarde souvent l'image du petit jeune qui est parti de la Guadeloupe, et je suis fier en fait de le regarder un peu à distance. Et qu'est-ce que tu lui dirais du coup avec le recul ? Je lui dirais en fait qu'il a bien fait. Il a bien fait de se battre et d'imposer en fait ses idées et de se donner les moyens d'y arriver. Et donc aux jeunes similaires qui ont un parcours qui souhaitent être aussi bien que le tien, voire meilleur, ce qui est pas évident entre nous. C'est vrai que qu'est-ce que tu leur recommanderais ? C'est vrai que quand on regarde a posteriori, on a l'impression de se dire oui, il s'est battu, il est quand même arrivé. Il faut savoir quand même que dans mes débuts, je partais du Rézé, pour aller jusqu'à Fouillol qui était le Guadeloupe Université Club, le club où je jouais. J'avais 45 minutes de marche pour aller à pied à l'entraînement, et le retour vice versa. Donc j'avais 1h30 de marche pour aller à l'entraînement. Donc j'étais vraiment déterminé un jour à partir et intégrer une structure de haut niveau, et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc le mot d'ordre pour transmettre, c'est la détermination. Le mot d'ordre, c'est transmettre, c'est la détermination, c'est tout ce qu'il doit y avoir autour du sport en général. Je trouve que de nos jours, quand même, on a tendance à perdre un peu ces valeurs. La nouvelle génération a plutôt tendance à dire pourquoi j'ai pas, et ils se demandent pas forcément comment faire pour avoir. Mais comme ils ont une facilité d'accès à l'information, c'est surtout se dire tout le temps pourquoi j'ai pas, d'accord, mais est-ce que tu as fait les sacrifices? Est-ce que tu t'es bien entouré? Est-ce que tu as eu les conseils? Est-ce que tu t'es fait est-ce que tu as été encadré de la bonne façon? Il ne faut pas être impatient, il faut être patient. Il y a un travail à faire, il y a des étapes à ne pas dépasser. Il faut respecter un peu peut-être la hiérarchie, il faut les tuteurs, tout ce qu'il y a. Et ces valeurs-là, on a peut-être tendance à le perdre dans le temps. Merci pour ces précisions, parce qu'on va évoquer ce sujet justement des conseils et notamment des erreurs à ne pas commettre dans cette période qui est charnière, comme on sait, pour la suite de la carrière d'un jeune joueur. Donc par rapport à ta carrière donc en métropole, donc comme tu l'as dit, tu as eu des qualités d'un travail acharné qui ont permis d'atteindre rapidement le haut niveau français. En 96, tu intègres le club du Montpellier Handball. Le staff du club te fait alors descendre d'un poste offensif vers un poste défensif. Oui, en fait, j'arrive au Montpellier Handball en tant qu'arrière gauche, donc mais un peu stéréotypé. Donc moi, j'ai toujours été perfectionniste. Donc j'ai toujours eu tendance à prendre la mesure de mon potentiel ou mes capacités. J'étais déterminé, certes. J'étais dans un poste 2 défensif, donc il ne maîtrise pas forcément la défense. Et moi, j'aime bien tout contrôler un peu. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en tant qu'arrière, j'étais très stéréotypé. Et là où j'ai vraiment fait où j'ai switché en fait de 96 à 98 avec Montpellier, c'est que j'ai eu une fracture de la mâchoire. Donc j'ai pris un pain, comme on va dire. Donc ça fait partie parfois des risques du métier. Bon, là en l'occurrence c'était un carton rouge. Donc il y a eu un carton rouge, mais plutôt que de penser à une vengeance, moi, j'ai toujours pris peut-être des moments difficiles de ma vie comme des leçons. Plutôt que de penser à me venger face à quelqu'un qui m'a mis une droite, je vais dire pourquoi il m'a mis la droite. C'est peut-être qu'il y a une réflexion à avoir derrière cette droite. Donc c'est quand même très profond. C'est très profond et c'est intéressant. Et là, je me suis dit, mais j'étais peut-être très agressif en tant que défenseur. Et pourquoi j'étais toujours agressif, et peut-être changer mon jeu et être plus dans la dissuasion et jouer avec mon adversaire. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à perfectionner mon jeu défensif.
et à dire il faut faire les choses à bon escient et peut-être être plus agressif à certains moments et être plus dissuasif, persuasif et être plus pertinent parfois. Donc voilà, donc c'est là que j'ai vraiment évolué. Cette droite, on va dire, ou ce pain comme on dit, a vraiment été le déclic pour changer vraiment mon jeu et avancer. Merci pour ces précisions très intéressantes et une leçon pour le coup de vie à retenir pour chacun et chacune d'entre nous. Donc du coup, ça a été forcément un déclic qui a été, on va dire, pour le moins pertinent et intéressant pour la suite de ta carrière. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque déjà, entre 2001 et 2003, tu es le meilleur défenseur du championnat de France. Et au sein de ce club historique, tu remportes de nombreux titres. Tu en as évoqué plusieurs tout à l'heure, mais juste au sein du Montpellier Handball, 5 championnats, 5 Coupes de France notamment, donc c'est déjà pas mal. Une Ligue des Champions aussi. Et ensuite, justement, j'allais y arriver. L'événement phare de cette partie de ta carrière, forcément, c'est la première victoire d'un club français en Ligue des Champions de handball, qui est du coup en 2003. Et donc, du coup, à jamais les premiers. Donc, petite dédicace aussi aux supporters marseillais de football. Donc félicitations à toi. Donc trêve de plaisanterie par rapport à ce sujet-là, puisqu'on te surnomme très vite, comme tu l'as dit, ministre de la Défense ou encore le ROC, forcément du coup avec le perfectionnement que tu as su mettre en œuvre au quotidien. Quel est finalement le travail du coup en back-office que tu as dû faire, notamment au quotidien, pour passer de jeunes joueurs amateurs prometteurs à un véritable pilier de l'équipe reconnu sur la scène européenne et internationale? C'est quand même un travail de longue haleine, mais c'est pour ça que j'ai évoqué avant à ne jamais se précipiter. L'expérience, d'une manière générale, dans le sport ou dans la vie, ça vient toujours de certaines erreurs commises. Donc, quand on commet une erreur, on essaie de ne pas la reproduire. Donc, moi, j'étais toujours un peu impatient, mais j'étais toujours dans ce côté qualitatif ou perfectionniste, où j'essayais toujours d'être pragmatique par rapport à cela. Mais j'étais avec des grosses dépenses d'énergie, je voulais toujours me dépasser, je travaillais un peu plus et je faisais toujours les choses, mais malgré tout, je sais que cette énergie m'a toujours insufflé quelque chose de positif. Et je voulais que ça aille plus vite, mais c'est vrai que si je le savais à 48 ans ce que je le savais à 20 ans, j'aurais été meilleur, mais 48 ans, tu les fais pas, hein. Je les fais pas, mais j'ai quand même les cheveux blancs, mais voilà. Bon, ça va. Et c'est vrai que c'est quand même cette détermination et on va dire cette agressivité que je mettais pour essayer d'être le meilleur et gagner cette place avec tout ce côté verbal où il faut prendre une position de leader avec ce leadership défensif. Et le fait qu'on voyait que j'étais un peu, j'essayais d'être le patron, donc Patrice Canaillet à l'époque m'avait donné cette opportunité, et Daniel Costantini avait vu en moi quelque chose lors de ma première sélection en décembre 2096. Ça a été vite puisque je suis arrivé à Montpellier l'été 96, et après Daniel Costantini m'appelle de suite, et parce qu'il a vu cette détermination, il a dit bon, je pense qu'au fond il a dû dire on a vu un diamant brut, mais je sais pas ce que je vais en faire, mais je le prends. Parce qu'il m'a quand même m'a fait venir au départ en tant qu'arrière-gauche, mais moi je savais très bien que je serais jamais un arrière-gauche au fond de moi de l'équipe de France. Mais je voulais y arriver, et j'étais très déçu lors de mon premier stage. Et donc je pense qu'il y a cette phase-là, la phase initiale, c'est grosse dépense d'énergie, envie d'y arriver. En gros, dans un brouillard en fait, où le seul mot d'ordre c'est réussir. Je sais pas comment, mais je vais me battre. T'avais un leitmotiv et tu t'y es tenu. J'étais motivé. Ouais. Je ne voulais pas retourner forcément en Guadeloupe, mais là, j'étais quand même professionnel. Donc là, il y avait l'étape où j'avais signé mes 2 premières années en tant que professionnel à Montpellier, où Patrice Canaillet avait misé sur moi. Il était venu me voir et il m'avait contacté lors d'un stage de l'équipe de France junior à Istres. Donc on s'était appelé, on avait échangé. Je devais être le 2e arrière-gauche de Montpellier Handball, et finalement, au cours de la saison, je suis devenu le 1er. Mais t'as gravi les échelons progressivement. Progressivement, voilà. D'accord, donc le mot d'ordre, encore une fois, c'est détermination. C'est ce qui revient, en fait. Détermination en permanence. Mais de toute façon, quand il n'y a pas de sacrifice dans la vie, c'est compliqué. Donc, on peut pas dire c'est bon, je vais y arriver. Il y a tout métier, tout poste dans le sport, que ce soit dans la vie, en entreprise, il faut toujours se donner les moyens. Et pour ça, il y a la nécessité d'un sacrifice. Et ce sacrifice engendre certaines choses. Et en général, quand on sacrifie, on arrive quand même à un minimum. D'accord. C'est aussi pour les métiers plus traditionnels, tel que celui d'avocat. C'est pas si évident non plus. Exactement.
Alors donc du coup, pour revenir sur cette pré-carrière, parce que c'est important de faire un petit topo par rapport à ce sujet-là et donner des conseils pratiques que tu as évoqués par rapport à la détermination et la manière dont il faut avancer, la patience, etc. Je voulais faire un petit topo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes au quotidien que je côtoie qui parfois se brûlent les ailes très jeunes en commettant plusieurs erreurs qui pourraient pourtant être très très facilement évitées. Alors la première d'entre elles, à mes yeux, et tu as évoqué ce sujet-là tout à l'heure, c'est le fait d'être mal accompagné. Mal entouré. Ça, c'est un sujet majeur qui revient très, très régulièrement. L'entourage, comme on le sait, joue un rôle majeur dans l'existence des êtres humains de manière générale, dans un premier temps, et les jeunes sportifs ne dérogent pas à la règle. Et c'est même tout le contraire, puisqu'ils vont souvent reproduire le comportement de leur propre entourage. On le voit quotidiennement pour les sportifs amateurs et confirmés d'ailleurs. Et donc, un entourage sain, un cadre familial, apaisé si possible. Bon, c'est pas toujours évident, mais c'est un sujet. Et un conseil, tel qu'un avocat par exemple, et forcément, vous maximisez vos chances de devenir un professionnel au sein de votre discipline de prédilection. Et donc, cela s'avère primordial aussi, que ce soit dans la pré-carrière, mais aussi lors des premières étapes de la carrière, notamment lors de la signature d'un premier contrat professionnel. Et donc, à ce sujet, à ton avis, par rapport à ton premier contrat ou à ceux que tu as pu voir dans ta carrière, quels sont les points essentiels qu'un jeune joueur doit vérifier ou négocier avant de signer son premier contrat? Et toi, est-ce que toi-même, tu as été accompagné lors de ce premier contrat professionnel? J'ai toujours essayé de me donner les moyens et j'ai toujours respecté, en fait, comme on dit dans l'ancien jargon, c'était mes aînés. Donc, au début, je n'avais pas d'agent. Mais j'étais à Dijon. Donc Dijon, j'étais en 2e division, Patrice Canaillé m'appelle. Et pour reprendre une anecdote, il y avait l'OM Vitrolles, donc qui était avec les Richardson et tous ces grands joueurs qu'il y a pu avoir, Frédéric Voll. Et à l'époque, on m'appelle, c'était le frère de Bernard Tapie qui dirigeait, et il donnait de très très beaux contrats. Donc moi, je viens de Dijon et je me suis dit tiens, je vais augmenter un petit peu le salaire, pour que comme ça j'aurai un peu plus. Et par rapport à ce que je lui ai dit, il m'avait triplé la somme. Et donc c'était une façon pour eux de faire les choses immédiatement. Et je pars de Dijon, mais j'ai appelé à l'époque Sylvain Nouet, qui était l'entraîneur des France Juniors, on l'appelle aujourd'hui U21. Il a dit Sylvain, j'ai un souci, j'ai une décision à prendre. Donc j'aurais très bien pu la prendre par rapport à l'argent, mais c'est pas que l'argent dans la vie. La vie, c'est quand même certaines choses et par rapport à nos objectifs qu'on se fixe. Et je lui dis Sylvain, j'ai une proposition de l'OM Vitrolles et j'ai une proposition de Montpellier, qui est nettement inférieur, bien sûr. Et bien sûr, j'avais augmenté un petit peu pour que Patrice Canaillé me donne un peu plus. Ça, forcément. J'ai doublé mon salaire, mais c'était pas grand-chose, hein, ouais. J'étais jeune. Et j'ai dit, j'ai une décision à prendre puisqu'il y a l'OM Vitrolles qui me donne un très très bon salaire et j'ai Montpellier qui me donne, voilà. Il m'a dit, écoute, vu les finances, parce que je me suis quand même renseigné au niveau fédéral par quelqu'un, l'autorité fédérale quand même, qui représente la fédération avec les jeunes. Il me dit, moi, je ne te conseillerais pas de signer à l'OM Vitrolles parce que financièrement, c'est pas stable. Et par contre, Montpellier, certes, c'est moins, mais tu as l'occasion de jouer. Tu as moins d'argent, certes, mais tu as besoin de te construire et avancer d'une manière générale. Et la petite anecdote, elle est marrante quand même parce que et là j'ai dit d'accord, donc j'ai écouté, donc j'ai fait ma transaction avec Patrice Canaillé, il m'a expliqué le plan de jeu, le programme, j'étais parti à Montpellier, etc. Et j'arrive en vacances après en Guadeloupe chez ma maman et elle me dit mais Didier, comment il s'appelle là celui qui a les tresses là, les locks? J'ai dit comment il s'appelle? J'ai vu parce qu'il jouait à l'OM Vitrolles, j'ai vu qu'il part en Allemagne. Je dis pourquoi? Elle me dit ouais parce que l'OM Vitrolles a coulé, ils n'existent plus. Et là je prends un coup de froid, j'ai dit waouh, tu sais maman, on m'a proposé d'aller à l'OM Vitrolles, mais je me suis renseigné, mais heureusement parce que là je me serais retrouvé à chercher un club en étant en Guadeloupe, avec un club qui a déposé le bilan. Ça aurait été très compliqué. Exactement. Et j'ai en parallèle certains jeunes de ma génération qui avaient accepté ces contrats. Ils ont après été dispatchés à prendre des contrats un peu, on va dire, par inadaptés. Ouais. Inadaptés puisqu'ils étaient partis pour l'argent et tu te retrouves au mois de juillet, août à chercher un club, donc forcément tu n'as pas les meilleures propositions et tu ne choisis pas forcément ton projet. Donc, tout conseil déjà, c'est de ne pas choisir pour l'argent. Faut pas choisir, c'est pas que l'argent qui fait. De se renseigner. Et encore moins quand on est jeune. Ouais. Quand on est jeune, faut regarder un projet de jeu. Ouais.
Faut regarder ce qui fera de nous un grand joueur plus tard. Puisque l'argent, ça viendra bien sûr, mais par la suite, et c'est pas l'argent qui est de motivation. C'est surtout l'encadrement qu'on va avoir, les stratégies qui vont faire qu'on va pouvoir progresser, passer une étape, avoir un bon entraîneur, se renseigner pour savoir quel est notre projet, on va dire global dans notre discipline, pour mieux avancer et être bien entouré. Très très juste, et j'espère que les jeunes et jeunes joueuses qui vont suivre du coup ce podcast pourront du coup appliquer ces conseils au quotidien. Donc sur ce point aussi au niveau juridique, pour faire un petit point sur l'aspect juridique quand même, donc c'est un point qui est crucial. Donc comme tu l'as dit, déjà forcément il faut être accompagné, et donc avoir une personne qui s'y connaisse un minimum, qui connaisse un petit peu l'envers du décor, comme on dit, et c'est vraiment le cas dans ton exemple. Et donc dans le cas du premier contrat, il faut être accompagné. Et dans tous les contrats, il faut toujours être accompagné, et il faut toujours vérifier parfois certaines notions, certaines clauses qui doivent être vérifiées. Il faut vérifier la présence des mentions obligatoires. Et en toute transparence, par expérience, c'est pas toujours le cas, ce qui paraît quand même aberrant quand on y réfléchit. Faut vérifier la vérification de la conformité des clauses avec les dispositions de la Convention collective nationale du sport, notamment les minima sociaux, les congés payés, ce qui est pas toujours le cas également, l'indexation éventuelle du salaire en fonction des objectifs et des résultats fournis, la revalorisation du salaire ou du contrat en fonction du changement de division du club quand on est dans des divisions inférieures. Il y a bien d'autres éléments également qu'on peut évoquer, mais l'idée générale, c'est de dire qu'il faut pas signer sans avoir fait une analyse préalable auprès d'un professionnel pour pouvoir se protéger, et avoir aussi fait, comme on dit en anglais, sa due diligence, donc avoir vérifié un petit peu à qui on a affaire et vérifier si le projet est solide à tout point de vue. Donc, ceci étant rappelé, et j'espère que ça permettra à certains de faire preuve de la plus grande vigilance, on va reprendre donc ton parcours. Puisque après avoir entraîné ta carrure imposante en France, tu t'exiles en Espagne. En Espagne, tu parles toujours espagnol? Oui, un petit ça peu. Un poco. Bon, ça va. Je vais pas me lancer parce que moi c'est moyen. Mais donc en 2003, tu signes avec le plus gros club d'Europe de l'époque, qui était la Ciudad Real. Au sein de cette équipe, tu remportes 3 nouvelles Ligues des Champions, ce qui est quand même assez lourd, en 2006, 2008 et 2009. On te surnomme alors, si je ne me trompe pas, le Boucher, puis le Roc. T'as quand même une belle palette de surnoms. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les donner. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où proviennent tous ces surnoms? Ouais, mais je dirais que je qualifierais le Boucher, le dentiste et bien d'autres au début de ma carrière. Parce qu'au début, j'étais vraiment sur la densité et vouloir imposer mon physique. Et d'ailleurs, ça m'a coûté, on va dire, une droite, comme je l'ai dit avant. Ouais, tout à fait. Et après, par la suite, le Roc, où on a plus la maîtrise de son activité, où quand je suis arrivé à Ciudad Real, et c'est là où j'ai été appelé par les journalistes, le fameux surnom La Roca, 33, donc c'est le Roc 33. Et du coup, bien l'accent espagnol. Voilà, donc du coup, et donc ça, c'est resté. Et donc, il y avait vraiment le surnom de La Roca, et le public qui scandait ce nom, La Roca 33, ils aimaient bien voir Didier Dinard choper d'un bras gauche, un bras droit, un joueur, et ça faisait vraiment imposant. Donc oui, donc ces surnoms viennent de toute, on va dire, cette progression qu'il y a eu dans ma carrière. Donc tes surnoms révèlent un petit peu l'évolution de ta carrière. Les surnoms révèlent en fait l'évolution de ma carrière. Donc au début, on va dire très primaire, donc Boucher, dentiste, et puis à la suite le Roc. Donc un Roc, il y a eu le Menhir, il y a eu le Roc en France, le Menhir bien sûr. Donc il y a eu la Muraille, il y a eu la Roca 33 aussi en Espagne. Donc après c'était une muraille infranchissable, donc c'était quelqu'un qui maîtrisait en gros son sujet et qu'on avait du mal à contourner, donc ce fameux patron de la défense. D'accord, et donc du coup toi qui as pu côtoyer donc, le championnat espagnol et aussi le championnat de France au préalable, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux différences que tu as pu éventuellement déceler entre les deux? J'ai joué à l'époque où on va dire... Quand on dit l'époque, ça rajeunit pas. Non, ça passe. Ça passe. Anciennement, à Montpellier, où... Donc c'est pas jadis, ça. Donc, le parallèle qu'il y avait entre le championnat de France et l'étranger, anciennement, c'était... il fallait partir, on va dire, en Allemagne, ou en Liga pour passer un cap, pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. Il s'est avéré quand même que je l'ai gagné avec Montpellier avant de partir. Ouais. Donc c'est ça l'ironie du sort, c'est-à-dire que j'étais au bon moment, au bon endroit, ou vice-versa. Et les Ligues des Champions étaient souvent gagnées par les Allemands ou Barcelone. Ouais. Et donc l'histoire montre que j'ai quand même fait un bon choix. Mais en partant... on avait tout gagné avec Patrice Canaillé, la coupe, championnat et Ligue des Champions. Et il y avait encore une belle petite anecdote avec Patrice.
et qui disait que vous n'allez pas revivre ça dans votre carrière parce que on a fait quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui est vrai, parce qu'on va pas tous les jours gagner une Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de son pays. Je peux les compter sur les doigts d'une main, peut-être tous les entraîneurs qui ont eu ça. Et moi, j'avais encore ce côté challenger, et je regarde Patrice, je dis, Patrice, je le referai. Il me dit, il n'y a pas de souci. Et je dirais, écoute, tu me paieras un jardin d'essence. Donc, jardin d'essence avec les frères Pourcel qui est à Montpellier. Et là, quand je gagne, je fais le quintuplé en 2008. Donc, je fais tout. Donc, dès la première, c'était le quintuplé, 2008. Et j'appelle Patrice, et je lui dis, Patrice, tu te souviens ce que je t'avais dit? Je t'ai dit que j'allais tout gagner dans un club. Et là, il n'y a pas de souci, Didier, je te paye le jardin d'essence quand tu veux. Mais c'est ça en fait, ce côté. Il y a bon enfant. Cette émulation également. Mais bien sûr, cette émulation qui crée. Et c'est bien de pouvoir toujours se mettre des défis, la barre un peu plus haute. Et avec Patrice, je m'entends très bien. Et on se rappelle les vieilles batailles aussi. Donc toujours en bon terme, toujours en bon terme, bonne relation avec Patrice. Et donc c'était la différence entre le championnat français et les autres championnats, c'était ça, parce que d'ailleurs aujourd'hui le championnat français est très prisé parce qu'il s'est professionnalisé. Ouais. Donc ça a changé. Donc là, pour le coup, l'époque, ça rajeunit pas. Et l'époque ne rajeunit pas, puisque c'est l'inverse aujourd'hui. Les joueurs étrangers veulent venir en France et on voit de grands joueurs. Après, on peut dire que tu as potentiellement contribué, puisque en amenant la première Ligue des Champions championnat de France, ça a forcément du coup... Il y a forcément l'impact et ça a aidé aussi. Donc voilà. Donc du coup, comme on a fait le tour par rapport au niveau championnat, on va forcément évoquer la sélection. Comme tu l'as dit, très jeune, tu as rejoint la sélection. C'était de mémoire en 96, c'est ça ? Oui, 96. À 19 ans. 19 ans. La première sélection, c'est très jeune. Et en coup, dès 99, tu remportes même ton premier titre international lors des championnats du monde. Oui. Et tu deviens même un élément clé au poste de défenseur central. Donc là, premier titre en 2001. 2001. En 99, c'était le championnat 97. Bon, si je reprends un peu, 97, c'est ma médaille de bronze en tant qu'espoir. Ouais. Donc c'était ma première médaille qui a beaucoup de sens pour moi, puisque c'était une première réussite. Accomplissement. Voilà, accomplissement. C'était ma première médaille. D'ailleurs, on m'avait donné Sylvain Nouet à l'époque, comme quoi Sylvain Nouet a été quand même pas mal. Une plaque saoudienne, parce qu'il récompensait les joueurs on avait fait cette fameuse médaille de bronze en Turquie, à Trabzon. Et on devait choisir en fonction il y avait un niveau de récompense et on était classé, j'étais 3e, il y avait une grosse plaque saoudienne comme ça. Je dis, j'espère que personne va la prendre, personne ne la veut. Et moi, dans ma tête, j'avais déjà imaginé que j'allais prendre cette plaque et j'allais accrocher toutes mes médailles dessus. Et je dis, je veux celle-là. Et là, j'ai accroché ma première médaille, c'était la médaille de bronze, 97, des U21 ou France Junior, comme on disait à l'époque. Et c'était très important pour moi. Et par la suite, j'ai accroché les championnats de France, j'ai accroché beaucoup de choses. Et à un moment donné, il n'y avait plus de place. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire une vitrine. Et c'était marrant parce que j'avais déjà imaginé ce côté où j'allais accrocher toutes mes médailles sur cette fameuse plaque. Et ma première médaille au niveau de l'équipe de France A. Donc, ça a été après 5 ans. Donc, presque 5 ans, décembre 96. Et ça a été en janvier 2001. Et j'ai commencé par une médaille d'or en France en 2001. Donc, c'est beau. Ouais. Tu nous enverras une photo de ta vitrine ? Une photo de la vitrine de trophées ? Oui, j'ai... Comme ça, on la montrera au... Oui, j'en ai une. Par contre, dans le temps, j'ai eu un souci. C'est-à-dire que cette fameuse vitrine, si je mets toutes mes médailles, ça prend beaucoup de place. Ouais. Donc maintenant, j'ai fait une sélection. J'ai les 5 titres de champion, les 5 médailles d'or au mondial, et j'ai mis les Jeux Olympiques, Championnat d'Europe et Ligue des Champions. Et t'es obligé de restreindre un petit peu. Je vais restreindre, mais c'est bien. C'est bien. Donc du coup, forcément, en équipe de France, tu réussis un parcours assez extraordinaire, notamment du coup grâce à ton poste de défenseur central. Est-ce que du coup ce poste-là, qui est caractéristique aussi de l'équipe de France, qui a bâti ses succès notamment avec une défense très solide, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette défense de fer de l'équipe de France? Qu'est-ce qui a fait que l'équipe de France s'est plus dirigée vers cette défense de fer? Quelles ont été les évolutions ensuite avec le temps dans le jeu de l'équipe de France? Au début, dans les années 90, l'équipe de France construisait et bâtissait vraiment ses victoires sur la défense. On a pu voir un joueur assez atypique au départ, un Richarlison, qui subtilisait des balles et qui était un précurseur dans cette... Pourquoi ? Parce que je pense que la France a eu un passé très difficile.
Donc partir du mondial C, B, A et c'est Daniel Costantini anciennement avait fait des stages, lui-même le disait, draconiens, où ils avaient changé le championnat, il y avait 2 mois de préparation, et on a toujours été construit sur ces valeurs de combativité. Ouais. Quand on reprend entre la transition de cette équipe championne du monde des Barjots, qui était nos référents bien sûr, et par la suite on arrive en 96 où s'il y a eu un petit changement, et nous on arrive après, on nous a appelé les costauds en 2001, on n'avait pas encore de nom, jusqu'aux experts où on maîtrisait notre sujet après ces quatre médailles d'or d'affilée. On a toujours bâti, si je reprends le mondial 2001, ce qui a été la médaille après les Barjots, c'était vraiment une équipe de guerriers. Ouais. On avait une défense très agressive, on était vraiment sur l'envie. Si on reprend le quart de finale, le quart de finale à Albertville, je sais pas comment on fait, mais Jackson Richardson fait un poteau rentrant et on se projette vers la demi-finale. On passe cette demi-finale, on arrive en finale. Bon, les 4 premiers buts, c'est 1-2-3-4, 1-2-3-0, c'était Jérôme Fernandez, il y a ça. On s'est perdu. Moi, je me retrouve je dis bon, c'est pas grave, on a quand même la médaille de bronze, la médaille d'argent en finale. Il reste que, je crois, 30 secondes. Donc, il y a la Suède qui marque. Je baisse la tête, je dis bon, c'est pas mal l'argent. Et je vois une explosion, en fait. Et je vois Bercy exploser. Et là, je me dis, c'est quoi? Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Greg a marqué. Je dis, ok. Donc, on est allé en prolongation. Ouais. Mais quand on voit la densité, l'agressivité qu'on avait, tout ce qu'il y avait, et ça a été cette identité qui a toujours fait la force de l'équipe de France, et même par la suite. On a vu vraiment cette muraille en 1-5, et même quand on était un peu trop vieux pour défendre sur cette fameuse 1-5, lors des Jeux Olympiques de 2012. On a su faire un espèce de bloc en 0-6 agressif. On a toujours eu cette densité pour nous imposer. Donc, tout passe par la défense. Ouais, et on en revient du coup en fait au mot-clé du jour, je crois, c'est la détermination. Et la détermination. Et là, cette fois-ci, collective. Exactement. Donc, on gagne des matchs. Ce qui m'amène du coup en parlant des matchs, excuse-moi de t'interrompre, tu avais évoqué un des matchs, notamment le quart de finale. Est-ce que du coup c'est le plus haut match de ta carrière en équipe de France, ou si c'est pas celui-ci Ouais, mais j'allais dire en fait avec des matchs, on gagne des matchs avec l'attaque, mais on gagne des titres avec la défense. Avec la défense. Donc quand on défend dur, ça épuise les adversaires. Voilà. Et donc, pour évoquer le meilleur match, moi je dirais la médaille la plus importante. C'est pas forcément un match qui me fait sens, c'est surtout une médaille. Parce que en 2008, il y a les Jeux Olympiques de Pékin et c'est le titre en fait qui manque à mon palmarès. J'ai tout gagné à ce moment-là. Et c'était très important pour moi de gagner cette médaille. Donc je dirais, si je devais parler d'un moment marquant de ma carrière, c'est les Jeux Olympiques. La médaille d'or des Jeux Olympiques de Pékin. Très bien, merci. Du coup, c'est intéressant, ça me permet de faire une belle transition, puisque je voulais évoquer un petit peu l'aspect pyramidal des différentes compétitions, parce que c'est pas forcément évident de s'y retrouver entre les championnats du monde, d'Europe, championnats nationaux, les compétitions européennes, Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de fonctionnement pyramidal avec, dans un premier temps, le comité international olympique qui promet des valeurs d'inclusion dans le sport, etc., et qui organise les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Ensuite, on a du coup les championnats du monde qui sont organisés tous les 2 ans par la Fédération internationale de handball. On a ensuite les championnats d'Europe qui sont organisés aussi tous les 2 ans par l'EHF, donc la Fédération européenne. Au niveau des clubs, on a forcément du coup les championnats nationaux qui sont organisés et qui permettent de qualifier les équipes en fonction de leur classement, soit en Champions League, soit en European League, EHF. D'accord ? Et ensuite, donc du coup, l'idée, comme vous l'avez compris, c'est qu'en bas de la pyramide, entre guillemets, on a les championnats nationaux qui sont organisés. Donc c'est la Ligue nationale de handball qui organise du coup les compétitions professionnelles hommes pour première et seconde division. Et ensuite, du coup, ils reçoivent une délégation. La Ligue reçoit une délégation de la part de la fédération pour organiser ces compétitions. Il fallait le préciser pour comprendre comment le sport professionnel en handball est organisé. Donc, ce focus ayant été fait, je voulais donc évoquer
sur la globalité de ton parcours en équipe de France, puisque je me suis renseigné, j'espère pas me tromper cette fois-ci. Je crois que tu as été sélectionné exactement 379 fois. Alors déjà, première chose, pourquoi t'es pas arrivé à 400 quand même? Non, je pinaille. Et tu es d'ailleurs le 3e joueur le plus sélectionné, derrière Jackson Richardson que tu as évoqué, et Jérôme Fernandez. 417, et Jérôme Fernandez avec 390. Bon, ça se joue à pas grand-chose. Donc comment, quand on voit autant de sélections, avec aussi autant de matchs forcément en club, comment tu arrives à concilier, tu as réussi à concilier une activité de salarié d'un club et en même temps les périodes de sélection internationale? Je pense que on s'y habitue dans le temps. C'est très difficile. Les années les plus difficiles sont les années olympiques, puisque en un an, on fait 3 compétitions. À savoir, par exemple, on peut faire un championnat d'Europe en janvier, JO l'été, et en janvier l'année prochaine, on fait un mondial. Donc, on est à 80 matchs. L'équipe de France, dans les plus belles années, on va dire, c'était vraiment un plaisir d'y être. Donc, tout le monde se battait pour être en équipe de France. On était même presque impatients. Et c'était surtout concilier, on va dire, 2 aspects complètement différents, mais où c'était comme un laboratoire pour moi dans ma tête, puisque j'avais la chance d'avoir un bon coach. C'était aussi à l'époque Talon Dutchebaev, qui est l'entraîneur de Kielce aujourd'hui, et Raúl González, qui est anciennement entraîneur du PSG, parce qu'il a arrêté cette année. Et ils m'ont en fait, en 2006, et c'est là qu'on a su mettre cette empreinte sur l'équipe de France, avec la défense à la Ciudad. C'est-à-dire qu'on va dire que j'étais dans une analyse, on va dire, assez pas basique, parce que j'étais quand même champion, mais et là ils m'ont appris vraiment à analyser mon activité. Donc et là on a associé force de l'équipe de France et intelligence à partir de cette fameuse saison, puisque eux, ils sont mes entraîneurs en 2005-2006. Et c'était en Suisse, avec monter, descendre pour être sur le côté perceptif et décisionnel. Monter, descendre, la balle, s'il a dribblé, il peut plus dribbler, donc il va faire marcher. Donc tout ce crédit d'action qu'on pouvait avoir sur nos adversaires et les joueurs, donc progressivement. Donc comme j'étais dépositaire du système défensif de l'équipe de France et patron de la défense, donc c'était ma charge de mettre en fait ce système en place, et progressivement on s'est installé. Donc ça a été vraiment ça a vraiment été un élément déclencheur, on va dire, et qui pour moi a vraiment été le tournant de ma carrière même, je dirais. C'est ce côté où le perfectionniste que je pouvais avoir avec mon club, où j'ai gagné 3 Ligues des Champions et tous les titres nationaux. Et après il y avait l'équipe de France, où c'était pour moi cette partie de plaisir. Mais dans mon vestiaire, comme j'avais vraiment un ego où je voulais être c'est ce qui fait la force d'un joueur de haut niveau. C'est que il y a que des égos, et c'est ces égos qui font avancer les choses. Et en fait, dans mon vestiaire, je voulais être le seul à être champion. Parce que j'avais de l'équipe, j'avais 9 joueurs de l'équipe nationale. J'avais des Slovènes, j'avais Biélorusses, j'avais tout. J'avais quand même pas mal de nationalités, et je voulais être le seul, en fait, à rentrer dans ce fameux vestiaire de Dream Team, à me dire, faut que personne autour de moi soit champion, ou alors il y a une plus belle médaille que moi. Donc c'était vraiment un élément, c'était vraiment, motivation. Voilà, c'était ma motivation et cette détermination que je voulais pas laisser, je voulais rien laisser aux autres. Donc finalement, les deux gagnaient l'un de l'autre en fait. Les deux, voilà. Donc c'était très très bien associé à un moment pour chaque chose. Donc en équipe nationale, fallait tout gagner bien sûr, et en club, je voulais naturellement gagner ces fameuses Ligues des Champions, et je pense qu'on a fait de très très belles années. On a eu de très belles années à Ciudad Real. Tout à fait. Merci pour ces précisions, Didier. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, comprendre comment ça fonctionne aussi au niveau de l'organisation des sélections des joueurs internationaux, comme on vient d'expliquer, donc les compétitions internationales, comme l'Euro, les JO, les Coupes du Monde, sont organisées par les fédérations sportives internationales, la Fédération européenne et par le CIO. Donc, elles vont fixer donc un calendrier international officiel avec des fenêtres de mise à disposition qui sont obligatoires pour les sélections nationales, durant lesquelles les clubs sont tenus. Ils ont l'obligation de libérer leurs joueurs. C'est un point qui est important, qui convient de rappeler, parce qu'en quotidien, c'est pas toujours le cas. Pendant la période où le joueur est avec sa sélection, le club continue de payer le joueur, mais en cas de blessure ou d'absence prolongée, il peut percevoir une indemnité ou être couvert par ce qu'on appelle des mécanismes de compensation. Donc le joueur va rester salarié de son club, avec son contrat de travail, qui est un contrat de droit privé, mais lorsqu'il est appelé en sélection,
on le qualifie de représentant de la nation. Et c'est notamment d'où le chant des hymnes avant chaque début de match, puisque vous représentez à ce moment précis la nation. Alors, ce focus ayant été fait pour un petit peu rappeler le contexte dans lequel ces sélections interviennent, on va pouvoir, si tu me le permets, aborder ta carrière d'entraîneur. Avant d'évoquer cette carrière d'entraîneur, j'aimerais juste finir sur ta carrière de joueur, forcément. Et tu l'as fini quand même en beauté. En 2013, Paris Saint-Germain, tu remportes le premier titre de champion de l'histoire du Paris Saint-Germain. Décidément, les premières, c'est ta spécialité. Bravo à toi. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet, par exemple ? Je pense que j'ai encore fait à ce moment-là un choix. Donc, il y avait un choix puisque Ciudad Real a rencontré des difficultés financières. Donc, avec la crise immobilière, on va dire, mondiale, il y a eu un problème à ce niveau-là. Et le président, à ce moment, il me dit, Didier, ça fait 9 ans que tu es au club. Si tu trouves une porte de sortie, on te demandera aucune indemnité. Et si tu veux rester, je pourrais pas te payer à la hauteur de ce que tu as aujourd'hui. Et j'ai dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et Philippe Gardan m'avait contacté. Et je suis parti au PSG où j'ai eu la chance, en fait, et l'opportunité de terminer sur un titre de champion de France plutôt que d'un dépôt de bilan en fin de saison, la saison 2012-2013 de ce fameux club de Ciudad Real qui avait eu cette transition avec l'Atlético Madrid pour essayer de peut-être quelque chose pour ne pas déposer le bilan. Mais Ciudad Real a terminé la même année où j'ai été champion de France. Ils ont déposé le bilan. Donc j'ai fait le bon choix. Encore une fois, au bon moment pour bien terminer ma carrière plutôt que de la meilleure façon qui soit. Félicitations encore pour ce nouveau très bon choix. J'espère que tu continueras à en faire jusqu'à la fin de ta carrière d'entraîneur qu'on va aborder. Forcément, du coup, au vu de ton expression, de ton analyse, je pense que c'est tout naturellement que dès la fin de ta carrière, à la suite, vraiment, littéralement, de la fin de ta carrière de joueur, que tu te diriges vers une carrière d'entraîneur. Tu rejoins notamment les équipes encadrantes de l'équipe de France, donc en 2013. Tu deviens adjoint spécialisé en défense auprès de Claude Onesta. Et puis en 2016, tu es nommé sélectionneur principal de l'équipe de France. Donc j'imagine que tu as passé donc des formations, des diplômes pour pouvoir assurer cette transition entre la carrière de joueur et celle d'entraîneur. Oui, j'ai passé. Il faut savoir que j'ai passé mes diplômes et les formations pendant ma carrière de joueur. Plutôt que de dire j'arrête ma carrière de joueur, je vais voir si je peux être entraîneur. Donc à l'époque, anciennement, c'était le brevet d'état premier degré, donc que j'ai eu en 2003. Donc, très jeune. Très jeune. Donc, c'était avant de partir à Ciudad Real. Et j'ai eu mon brevet d'état deuxième degré en 2008. Donc 5 ans avant d'arrêter ma carrière. Donc, j'ai fait ces formations en parallèle. Donc, quand on partait avec l'équipe de France dans des villes, parfois, j'allais entraîner des clubs. Donc, je prenais des moments pour aller entraîner et essayer, parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et j'ai beaucoup écrit sur mon activité. Donc par poste au niveau défensif. Donc ce qui veut dire que c'est pas anodin que l'équipe de France m'ait proposé ce poste de spécialiste défensif dans un premier temps en 2013 et à l'issue en octobre 2014 on m'a proposé le rôle de spécialiste, technicien à part entière, c'est-à-dire l'attaque et la défense. Donc, ça suit un petit peu un cheminement logique. Ça suit un cheminement logique. Permis d'aboutir au poste de sélectionneur. Exactement. Voilà. Donc, c'est une transition forcément plutôt réussie, puisque, comme on l'a dit en 2016, tu deviens sélectionneur. Tu enchaînes les victoires avec l'équipe de France. Tu es le meilleur entraîneur d'une équipe masculine en 2016 et en 2018, par la Fédération internationale de handball. Et tout roule jusqu'en 2020. Tu remportes plusieurs titres. Et malheureusement, à la suite d'une élimination prématurée à l'Euro, tu as la Fédération française de handball qui décide de mettre fin à ton contrat de sélectionneur. Donc, on va devoir évoquer un sujet un petit peu sensible, puisque je crois qu'à l'époque, tu parlais de cette éviction avec des mots forts. Tu as dit, je cite, le sentiment d'avoir été jeté comme un Kleenex. Alors, c'est assez fort. Si je peux finir la question, on est ici dans un podcast donc, qui explore les coulisses juridiques du sport. Donc, justement, quand on évoque les coulisses, est-ce que tu peux nous raconter les dessous, ces coulisses de cette éviction? Comment ça s'est passé concrètement? Bon, avant de parler de l'éviction, il y a quand même du bon. Il y a pas que voilà. Donc du coup, après ce cheminement,
J'ai été aussi avec l'équipe de France junior, donc l'équipe de France jeune, avec les Fabregas, les Melvin Richardson, les Dick Hamem, les Yanis Len, et tous ces jeunes qu'on peut avoir, Emmerich Min. Et donc, on avait eu la chance aussi de vivre une belle expérience avec Éric Quintin. Éric Quintin qui m'avait proposé, parce qu'on avait fait, j'étais en charge de la défense, donc je faisais aussi des stages avec les équipes jeunes. Et on a Éric Quintin, on était à Saint-Malo, on avait fait un stage super sympa, donc avec cette belle génération. Et j'avais dit à Éric, cette génération doit forcément gagner des titres, et on avait monté quelque chose avec Éric Quintin. Et il m'avait proposé, à l'issue de son stage, il m'a dit, Didier, j'ai quelque chose à te proposer, souhaites-tu être avec moi sur le banc? Et on avait fait une belle compétition en Pologne avec cette équipe, et c'était aussi la première médaille des équipes jeunes, médaille d'or, des équipes jeunes de la fédération. Et c'est marrant puisque cette même génération, par la suite, a fait partie du renouvellement de l'équipe de France. Donc il y a eu tous ces jeunes, ce renouvellement à faire avec l'équipe de France. Et pendant ce renouvellement, il y a ces jeunes qui ont intégré. Et dans cette transition, en 2017, on voit déjà un Ludovic Fabregas qui a fait un mondial exceptionnel et qui a su s'imposer. On voit Dika qui commençait à s'adapter. Et ce renouvellement a quand même été fait d'une bonne façon, puisqu'il y a eu ce mondial médaille d'or. Et par la suite, ces jeunes, on apprenait avec des médailles de bronze. Parce qu'il y a quand même la médaille de bronze au championnat d'Europe 2018. Il y a la médaille de bronze au mondial 2019. Et après, bien sûr, on arrive à ce fameux jour. J'ai pas éludé le fait que pendant 4 ans, il y a eu beaucoup de succès, de belles médailles qui ont été remportées. Et je l'ai bien mentionné, mais tu as raison de revenir là-dessus parce que c'est un point très important. Donc, tu n'as pas été élu pour rien 2 fois meilleur entraîneur de l'année. Vu le nombre d'entraîneurs et sélectionneurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc clairement, il y a eu un vrai succès et tu as participé aussi au succès actuel de la génération, puisque du coup, comme tu l'as indiqué, ces jeunes qui maintenant du coup participent au succès de l'équipe de France ont été un petit peu pris entre tes mains. Lors de cette période en question. Maintenant, l'idée, c'était de savoir, en 2020, comme malheureusement ça s'est mal terminé, c'est comme toutes les relations, parfois avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, beaucoup de passion, forcément, parfois, il peut y avoir des divergences qui peuvent naître. Et donc, du coup, l'idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant cette période. On voit un peu dans le sport. Donc, quand il y a des échecs, forcément, il y a des décisions à prendre. C'est les instances. Moi, ce que je retiens toujours le positif. J'ai passé 23 ans au sein de l'équipe de France. Donc, j'ai été en tant que joueur, entraîneur adjoint, j'étais entraîneur principal. Après, il y a eu cet échec. Donc, ça a été des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Forcément, ça plaît pas. C'est sûr. Et donc, c'est peut-être, j'ai utilisé ce terme à ce moment-là parce que c'est ce que j'avais l'impression. Mais je retiens plus le côté où je me dirais que j'ai eu la chance d'avoir été joueur de l'équipe de France. J'ai eu la chance d'avoir été entraîneur de l'équipe de France. Et les décisions ont fait que ça s'est passé et terminé de cette façon. Et je t'en félicite. Retenir le positif, c'est ce que tu disais par rapport toujours rester positif. Bravo, merci à toi pour cette belle leçon de vie encore une fois. Donc pour nos chers outsiders, il faut savoir qu'un sélectionneur de l'équipe nationale relève généralement d'un statut contractuel. Donc c'est juste un contractant donc qui distingue d'un statut de fonctionnaire qui est bien plus rare mais qui peut arriver. C'est donc un salarié sous contrat privé qui va être recruté sous un CDD par la fédération. D'ailleurs pas toujours le cas. Il est soumis au Code du travail et à la Convention collective nationale du sport. Ce contrat, il est beaucoup plus souple, forcément, car non soumis à la rigidité administrative de l'État, où il y a des règles très particulières qu'il faut respecter. Mais du coup, la problématique aussi, c'est, comme on l'a pu le constater, beaucoup plus simple forcément de rompre un contrat, comme ce fut le cas en 2020. Donc, à la suite de ton expérience d'entraîneur avec l'équipe de France en 2016-2020, tu continues ta carrière d'entraîneur, notamment en 2021, en rejoignant le club de Nice Handball. Mais aussi à la tête de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite en 2021-2022. Tu permets d'ailleurs à l'Arabie Saoudite de se qualifier pour les championnats du monde de 2023. Et en 2023, tu es nommé entraîneur à l'US Ivry au moment où le club lutte ardemment contre sa relégation et tu remplis ta mission brillamment et permet au club de se maintenir en D1 2 saisons d'affilée. C'est encore un exploit à ton actif. Bravo. Comment tu as pu gérer la pression qui était, j'imagine, maximale et qui pesait sur tes épaules à ce moment-là? Est-ce qu'elle est différente finalement de la pression qu'on peut avoir lorsqu'on est sélectionneur d'une équipe nationale telle que l'équipe de France? C'est vrai que l'Arabie Saoudite, on va dire que c'est en 2021, c'est sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Puisque il y a un challenge à relever avec l'Arabie Saoudite dans le championnat d'Asie qui était essayer de
qualifier bien sûr cette équipe pour le championnat du monde 2023 et essayer de gagner une médaille après 10 ans, puisque leur dernière médaille c'était en 2012, et il y avait le championnat d'Asie en Arabie Saoudite en 2022. Il fallait absolument gagner une médaille après 10 ans. Donc quand on arrive devant le ministre des Sports et le président de la fédération, ils nous disent on veut une médaille. Je dis oui, bien sûr. On a compris le message. Je dis oui, bien sûr, mais je ne savais pas que j'allais gagner une médaille à ce moment-là. Mais c'est encore une fois avec beaucoup de sacrifices qu'on y arrive. Et j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. C'est que on a modelé le championnat, on avait la chance de pouvoir adapter le championnat à la sélection. Et donc on a fait l'audit, il faut toujours faire l'audit, il faut voir le fonctionnement, on a adapté, j'avais la chance d'avoir un staff, un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un kiné, j'avais tout ce qu'il fallait, un entraîneur des gardes. Et j'ai fait un dernier stage qui était de fin novembre jusqu'à début février, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi, sans rentrer chez moi. Donc le staff, personne n'est rentré à la maison, sachant que les joueurs et les dirigeants rentraient aussi chez eux. Ouais. Donc on était à l'hôtel, on était vraiment concentrés et on a vraiment mis tout ce qu'il fallait en place pour essayer d'y arriver. Et on a gagné à l'Arabie Saoudite l'Adriatic Cup, donc on avait gagné en Italie dans la Casa della Pallamano et contre l'Italie et la Belgique, ce qui est une belle performance pour l'Arabie Saoudite face à des équipes européennes. On a gagné cette médaille de bronze au championnat d'Asie. Et j'ai qualifié, enfin puisqu'on c'est quand même un staff, c'est un travail d'équipe. Ouais. Nous avons qualifié l'équipe pour le mondial, donc on a rempli tous ces objectifs. C'est quelque chose quand même qui a été à force d'abnégation, de travail, de persévérance, de tout ce qu'il peut y avoir et surtout de solidarité, puisque on avait vraiment ce staff solidaire qui a fait la différence. Et c'était pas forcément évident, donc se serrer les coudes et avoir cette fameuse mission et être focus pour ce résultat. Et par la suite, on voit, il y a le challenge où on dit tiens, je veux revenir dans ce championnat français. Et quelle porte d'entrée? Il y avait Ivry qui s'est proposé. Quand j'ai été contacté par la suite, parce que ça s'est pas fait de suite, où Ivry était en difficulté. Mon agent me dit bon Didier, à ta place, voilà, ça c'est une petite confidence, mais à ta place je l'attendrai un peu avant d'y aller, parce que s'il descend en 2e division, on va dire que c'est de ta faute. Et bien sûr, comme je suis un petit peu optimiste dans l'âme plutôt que de dire autre chose, j'ai dit mais il y a aussi une autre vision, parce que mon agent à ce moment-là c'est Cyril Vildes, donc et je lui dis Cyril, il y a aussi une autre vision, c'est-à-dire il y a la façon de dire et c'est quand même Didier Dinard qui les a fait se maintenir. Il me dit il y a cette vision aussi. Donc moi je prends la décision et je lui dis il dit pourquoi pas, je le tente. Et avec succès. Et avec succès, puisque j'ai réussi à maintenir le club. Il a fallu faire beaucoup d'entretiens avec les joueurs pour savoir quelle était leur façon de voir les choses, s'adapter. Il y a des joueurs qui ne voulaient pas jouer à certains postes parce que dans un fonctionnement, ils n'étaient pas forcément à l'aise, les adapter. Et on revient encore dans cette fameuse audit, dans l'audit de se dire, il faut faire les choses, il faut analyser, prendre un peu de recul et avancer. Donc, ça a été fait les premiers 6 mois, ça a été aussi fait lors de la 2e saison, donc c'est-à-dire qu'il y a une stabilité, voilà. Comment faire du coup alors avec l'audit qui était fait en club, l'audit fait en sélection, comment tu arrives à gérer les deux en fait? En fait, gérer les deux, c'est la même façon, je pense que c'est un peu le même fonctionnement qu'un joueur, puisque ce sont 2 projets différents. Mmh. En sélection, on a les meilleurs à chaque poste de la nation, donc on doit maximiser les talents pour pouvoir y arriver. Donc, et en club, on a forcément des joueurs qui ont des habitudes, parfois qu'il faut défaire, pour pouvoir les créer une réaction ou un électrochoc ou quelque chose. Donc ça, c'est parce qu'au quotidien, c'est pas le même métier, mais c'est très plaisant puisqu'on peut les façonner. On a le temps. On a eu le facteur temps où on peut façonner un joueur en club, et en sélection, on a les meilleurs, mais il faut quand même mettre le projet en place pour qu'ils puissent y adhérer et avancer. Donc, je pense que ce sont 2 métiers différents, mais c'est très plaisant en fait, puisqu'il faut. Moi, je dis toujours, entraîner, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc, c'est pas un salaire. Est-ce que ça me plaît? Donc, si ça me plaît, forcément, je veux relever un défi. Je regarde pas forcément le niveau. Je regarde le plaisir que je pourrais prendre à entraîner cette équipe.
Et c'est ce qui t'a poussé un petit peu à rejoindre le Monténégro en octobre dernier? Exactement, c'est ce qui m'a plu. C'est une équipe, c'est une petite nation. Ouais. C'est une petite nation, donc c'est un pays de 650 000 habitants. Les Balkans, on les connaît pour le côté handballistique, côté joueur. C'est un peuple passionné. Et on a vécu une belle expérience, puisque quand j'ai repris cette équipe, elle revenait d'un échec face à l'Italie. Donc cet échec, il fallait les qualifier pour le championnat du monde, pour le championnat d'Europe, pardon. Ils n'avaient pas été qualifiés pour le championnat du monde, il fallait les qualifier pour le championnat d'Europe. Première sélection, lundi, on jouait le mercredi. Donc il fallait vraiment analyser, regarder comment on peut placer celui-là, mettre des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de défendre à certains postes, la défense, l'attaque, beaucoup de vidéos, les rassurer, leur dire que c'est pas grave, et surtout, on a construit à partir de la défense. Donc remettre cette fameuse défense en place, recentrer les joueurs parce qu'ils avaient tendance à prendre de la profondeur et monter. Non, regroupez-vous, faites ça, etc. Il fallait être factuel, pragmatique pour pouvoir bien commencer. Et il s'est avéré que les qualifs se sont bien passés, puisqu'on a fait match nul en Hongrie, qui est une belle nation. C'est cette nation qui joue les quarts de finale du championnat du monde, le championnat d'Europe et le reste. Et la meilleure qualif, puisqu'on a fait le maximum de points acquis lors d'une qualification au championnat d'Europe. Donc ils sont très, très satisfaits, les dirigeants, de cette prestation, sachant qu'on prépare aussi le championnat d'Europe qui arrive en janvier 2026. Pour lequel on te souhaite tout notre succès, sauf quand tu affronteras l'équipe de France. Bien sûr. Après ça, c'est toujours de bonne guerre. C'est toujours un plaisir de revoir les anciens. Et voilà. Alors, pour un petit focus par rapport à cette double casquette entraîneur et sélectionneur, il faut comprendre que rien n'interdit légalement à un entraîneur professionnel d'occuper simultanément deux fonctions, donc celle d'entraîneur et celle de sélectionneur. C'est possible sous réserve du respect des contrats signés avec chaque employeur et de la bonne organisation forcément des calendriers sportifs. Donc dans tout cas de figure, c'était par rapport à l'UFC Free. Donc l'idée, c'est qu'il faut absolument respecter certaines clauses du contrat. Il faut que, généralement, c'est ce qui est prévu dans les contrats, un avenant soit conclu pour que cette sélection puisse être rejointe, et d'autres conditions sur lesquelles on ne reviendra pas. L'idée générale, c'est que le contrat prévoit que la rémunération soit gérée et réglée par la fédération concernée pendant la période de sélection. Et ensuite, l'idée, c'est que d'autres aspects soient bien prédéfinis pour éviter toute problématique dans l'exécution de ces accords. Voilà pour ce petit focus. On va poser une petite dernière question par rapport à cette carrière d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous dire, selon ton expérience, quelles sont finalement, je pense que je peux anticiper un peu ta réponse, mais je la pose quand même, quelles sont les principales différences entre un entraîneur de club professionnel et entre un sélectionneur d'équipe nationale? Et est-ce que finalement, s'il y en a, quelle casquette tu préfères et pourquoi? Moi, comme je dis, j'avais déjà anticipé la réponse, peut-être, c'est un plaisir avant tout. C'est d'être dans un... Moi, j'aime entraîner, j'aime faire de la vidéo, j'aime me coucher tard. Je travaille, un entraîneur, c'est quand même un métier à part entière, mais aussi une passion avant tout, parce qu'on fait toujours le pas de plus pour essayer d'atteindre ses objectifs, parce qu'on voit l'engagement que j'ai pu avoir avec l'Arabie Saoudite, qui était un travail, on va dire, presque à plein temps, ou plus qu'à plein temps. Et ça dépend des modèles de sélection. Donc la différence, c'est qu'on est au quotidien avec des joueurs qu'on peut façonner dans un club, et en sélection, on a la chance d'avoir les meilleurs, et on peut peut-être aller plus vite, là où on aurait peut-être tendance à faire un peu de formation en club pour pouvoir avancer. La différence, elle est peut-être à ce niveau, et si on est peut-être avec un club qui joue la Ligue des Champions et on a une sélection, on est peut-être sur les deux registres, puisqu'on a les moyens de pouvoir recruter avec un club de Ligue des Champions tous les joueurs qu'on veut, plus ou moins, et on serait en sélection sur le même registre, plus ou moins le même registre. Voilà, donc... pour moi, il n'y a pas forcément de différence. C'est prendre du plaisir, en fait, là où on est, là où on se situe, et avancer par rapport aux objectifs ou les moyens qui sont mis en place, quel que soit avec une sélection ou un club, et les moyens que la direction met à disposition. Si on vous donne pas les moyens, on pourra pas forcément avoir de résultats. Et si vous avez les meilleurs joueurs, vous allez peut-être gagner plus facilement que si vous devez les former, que ça soit en équipe de France ou en équipe du Monténégro ou partout. Donc, ça revient même. Donc, tu as évoqué aussi les objectifs.
Quels sont tes prochains objectifs? Mes prochains objectifs, déjà, il y a ce championnat d'Europe qui se profile, hein, qui approche, on le voit à l'horizon. Et puis, bien sûr, continuer à m'améliorer, à apprendre de mes expériences, avancer, et puis vivre de nouvelles expériences, de nouveaux challenges, prendre du plaisir dans ce que j'aime. Belle leçon de vie, encore une fois. C'est vraiment très, très intéressant et très inspirant. Pour finir, si tu me le permets, j'ai quelques petites questions finales. Alors, j'aimerais que tu y répondes du tac au tac. Wow. Voilà, le plus vite possible. Quels sont ton meilleur et ton pire match en tant que joueur-entraîneur? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, ça le mérite d'être clair. Je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement, je ne sais pas. Tu t'es jamais posé la question? Non, pire match, non, parce qu'en fait, il y a toujours une façon de débriefer un match. Donc, de dire que c'était mon pire match, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc, me dire c'était mon pire match ou en tant que joueur. Après, parfois, c'est des événements extérieurs qui font que ça devient le pire match. Ouais. Les éléments marquants, comme je dis, je tire toujours des enseignements. Donc, je vais pas, on me dira mon meilleur moment, ça va être ma médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. 2008, ouais. Après, le pire, je dirais à la limite, peut-être, c'était ma première sélection en équipe de France parce que j'ai suis revenu avec la plus grosse déception de ma vie. J'avais l'impression que j'allais peut être appelé en équipe de France, peut-être. D'accord. C'est encore une fois très intéressant parce que du coup, voilà. Tu en as tiré des enseignements et tu es revenu 378 fois. Et voilà, donc, ça peut être pas mal, ouais. J'ai une question, c'est quel est ton mantra, mais je pense que je connais déjà la réponse. Non. Ton mantra. Ça veut dire détermination, apprendre des erreurs. Oui, voilà. Me dirais, ouais, apprendre de ses erreurs. Et moi, je suis toujours. Le positif. Toujours positif, voilà. C'est ce qui revient en gros pendant tout l'entretien, plus ou moins. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pratiques aux joueurs amateurs qui nous écoutent? Pratique. Ouais. Je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Ouais. Ne pas rejeter la faute sur les autres. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puisqu'on est les principaux, nous sommes toujours les principaux acteurs. Et c'est pas les autres qui font qu'on n'y arrive pas. La question, c'est toujours de se dire, est-ce que moi, j'ai fait le nécessaire pour y arriver? Merci Didier. Dernier point, un film ou un livre à conseiller à nos outsiders? Un film, moi je regarde pas mal de séries. Et en général, c'est mon épouse. Alors une série, tu peux y aller, vas-y. Oui, mais mon épouse, en fait, c'est elle qui met... Qui décide. Voilà, non, mais c'est pas... On est très canapé. Ouais. Et il y a ma fille aussi qui choisit ses séries, donc je me greffe un peu dessus. Et donc du coup, ça peut fluctuer, en fait. D'accord. Voilà. Ta dernière série? Dernière série, voilà. Là je connais, ouais, ça c'est des noms en plus en anglais, ça part de partout, donc c'est vrai, c'est vrai que non, franchement, j'ai pas vraiment un nom particulier à donner, non. Okay. Mais c'est vrai qu'on est très canapé peut-être et série suivi par. Du coup, ça permet aussi de se relaxer, de se détendre pendant les moments où du coup on n'est pas en train de travailler, de faire l'audit et la préparation des matchs. Oui. Un dernier mot. Donc on n'a pas dit le livre. Je voulais pas revenir là-dessus. Je me suis dit peut-être que. Non, mais moi je lis tous les jours ma Bible. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah bah tous écoute, les jours, là j'en suis ravi. Et faire une étude approfondie, c'est très intéressant parce que ça aide vraiment c'est très enrichissant puisque on va en profondeur par rapport aux valeurs et tout ce qu'on peut voir au quotidien. Donc il y a beaucoup de réponses. Une maxime de la Bible que tu saurais ressortir tout de suite? Parce qu'en fait, on dit que moi j'aime bien Job 33 parce qu'il dit Dieu vous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc en fait, il nous parle, il faut savoir juste recevoir les messages. Donc voilà. Merci Didier pour cet échange qui est vraiment passionnant, profond et vraiment très inspirant encore une fois. Merci pour le temps que tu as accepté de partager avec l'ensemble de nos auditrices et auditeurs pour ce 3e épisode d'Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Instagram Offside Law Podcast, notre chaîne YouTube officielle et toutes les plateformes de podcast afin de retrouver les prochains épisodes. Merci.